Bienvenue à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Cette présentation s'intitule « Filière énergétique, mise à jour d'un modèle populaire ». Le but de cette présentation sera d'explorer un nouveau modèle de la physiologie de l'effort et de préciser le fonctionnement des différentes filières énergétiques que l'on connaît déjà. Pour s'assurer qu'on soit tous sur la même page, on va commencer par passer en revue le modèle énergétique populaire. On parlera ensuite des limitations de ce modèle et notamment des problèmes qu'on trouve quand on compare ce modèle aux observations pratiques avec des outils de mesure comme le MOXIE. Et finalement, on explorera une mise à jour du modèle bioénergétique qui prendra en compte différentes études qui sont parues ces 20 dernières années, ainsi que les observations pratiques mentionnées au point précédent. Tout d'abord, il faut mentionner le fait que je n'ai pas créé ce nouveau modèle, j'ai simplement essayé de synthétiser au mieux les informations générées et partagées par des gens beaucoup plus intelligents que moi. Un petit mot sur les modèles avant de commencer. Les modèles dont on va parler aujourd'hui ne sont pas complets ou exacts. Certains aspects sont absents alors que d'autres éléments sont simplifiés pour aider à la compréhension et maintenir une vue d'ensemble. Vous trouverez certainement aussi des erreurs dans mes propos ou dans les idées présentées. Je vous invite donc à partager vos commentaires après avoir regardé cette vidéo afin qu'on puisse tous bénéficier des échanges qui suivront et, je l'espère, mettre à jour nos modèles respectifs. Commençons avec le modèle bioénergétique que tout le monde connaît. On sait tout d'abord que tout effort physique requiert de l'ATP, qui est l'unité énergétique du corps humain. Pour alimenter une contraction musculaire, l'ATP est converti en ADP, ce qui libère l'énergie contenue dans ces liaisons chimiques. L'ATP doit ensuite être reconstitué afin de permettre de nouvelles contractions musculaires. C'est là que les filières énergétiques entrent en jeu. Les filières énergétiques sont des stratégies que l'organisme a développées pour reconstituer les molécules d'ATP nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Dans le modèle populaire, on met l'accent sur 3 filières énergétiques distinctes. On parle tout d'abord de la filière anaérobie alactique, filière qui, comme son nom l'indique, fonctionne sans oxygène et sans produire de lactate. Cette filière utilise la phosphocréatine pour convertir l'ADP en ATP. Cette filière a la capacité de reconstituer beaucoup d'ATP très rapidement, mais ne peut fonctionner que pour quelques instants. En général, on parle d'une durée de fonctionnement de 3 à 15 secondes pour les efforts intenses. On a ensuite la filière anaérobie lactique qui fonctionne également en l'absence d'oxygène. Cette filière est animée principalement par un processus qu'on appelle la glycolyse qui convertit du glucose, qui est donc le sucre contenu dans le sang, en pyruvate et en lactate, d'où son nom. Cette réaction engendre également la production de molécules d'ATP. On dit que cette filière est la source principale d'énergie fournie pour des efforts qui durent entre 30 et 120 secondes. Et finalement, on a la filière aérobie. Cette filière dégrade des graisses et des sucres avec l'aide de l'oxygène pour générer beaucoup d'ATP. Cependant, on dit souvent que cette filière est lente à se mettre en marche et intervient principalement sur les efforts moins intenses de moyenne et de longue durée. Mais ce modèle présente quelques problèmes. Premièrement, on sait que les filières glycolytiques et oxydatives n'ont pas la capacité de générer l'ATP assez rapidement pour faire face aux demandes énergétiques des contractions musculaires. Pour donner un exemple concret, la vitesse de consommation d'oxygène par la filière aérobie est environ 1000 fois plus lente que la vitesse à laquelle la phosphocréatine est utilisée pour reconstituer l'ATP dans la filière dite anaérobie alactique. Deuxièmement, on sait depuis les années 80 avec les travaux de George Brooks que le lactate est présent dans le corps à tout moment, même au repos. Cela va à l'encontre de l'idée que la filière qu'on appelle anaérobie lactique ne fonctionne qu'à partir de 30 secondes d'effort. Troisièmement, ce modèle populaire n'explique pas le rôle du glycogène dans le processus énergétique de l'effort. Le glycogène qualifie les sucres qui sont stockés dans les muscles et dans le foie. Et finalement, on a maintenant des technologies qui nous permettent de voir en temps réel le taux d'oxygène présent dans le muscle pendant l'effort. Si on étudie même brièvement les données qui sont fournies par de tels instruments, on voit très vite que l'oxygène est utilisé instantanément dès le commencement de l'effort. Que ce soit dans le cadre d'un sprint ou d'un marathon, l'oxygène joue un rôle prépondérant dans le processus énergétique. Pour illustrer ce dernier point, on peut regarder une étude conduite par Macaulay et al., où ils ont mesuré la saturation d'oxygène dans le muscle avant, pendant et après une activité physique. On voit la ligne noire qui représente le taux d'oxygène qui descend dès le début de l'activité physique et qui remonte dès que l'activité est interrompue. Point intéressant à relever, les petits cercles représentent le taux de phosphocréatine dans le muscle. On voit donc que le stock de phosphocréatine se renouvelle avec une dynamique très similaire à celle du taux d'oxygène présent dans le muscle. On reviendra sur ce point un peu plus tard. Alors comment pouvons-nous maintenant réconcilier l'ancien modèle bioénergétique avec ces nouvelles trouvailles? La pièce centrale de ce nouveau modèle bioénergétique vient d'une étude de 2001 intitulée The Glycogen Shunt in Exercising Muscle, a Role for Glycogen in Muscle Energetics and Fatigue par Schulman et al. Ce modèle du glycogen shunt, ou détournement du glycogène, est un modèle de l'énergétique de la contraction musculaire. On sait qu'une contraction musculaire prend entre 10 et 40 millisecondes,
ce qui signifie que l'énergie nécessaire pour alimenter de nouvelles contractions doit être disponible dans un délai extrêmement court. Comme on l'a vu précédemment, ce délai est trop court pour que la glycolyse ou la filière aérobie soient des contributeurs directs. La contraction musculaire est alimentée par l'énergie contenue dans les liaisons chimiques de l'ATP. En raison des fortes demandes soudaines d'énergie, seule la voie dite anaérobie alactique, fonctionnant avec la phosphocréatine, peut fournir suffisamment d'ATP pour alimenter ce processus. La phosphocréatine donne alors une molécule de phosphate à l'ADP pour former à nouveau l'ATP. Cela se produit dans les 15 premières millisecondes suivant le début de la contraction musculaire. Dans les 85 millisecondes suivantes, la glycogénolyse décompose le glycogène en lactate, ce qui fournit l'ATP nécessaire pour resynthétiser la phosphocréatine et reconstituer le stock appauvri. Cela permet ainsi de continuer à alimenter les prochaines contractions musculaires. C'est ce qu'on appelle le glycogen shunt ou détournement du glycogène. Alors que le glycogène est décomposé pour synthétiser l'ATP, le glycogène est simultanément resynthétisé de manière à maintenir des niveaux de glycogène suffisants dans le muscle. L'ATP nécessaire pour alimenter ce processus est fourni par l'oxydation du lactate. Tant que des niveaux suffisants d'oxygène sont disponibles dans le muscle, l'oxydation du lactate fournit l'ATP nécessaire pour resynthétiser le glycogène et permet ainsi à la glycogénolyse d'être un contributeur majeur au processus énergétique. Mais quand l'oxygène vient à manquer, le glycogène reste constant et le vide énergétique est comblé par une régulation à la hausse de la glycolyse. Et vu que la glycolyse est moins rapide que la glycogénolyse, l'intensité de l'effort est inévitablement réduite. Ce modèle pourrait également expliquer le rôle du glycogène dans la fatigue pendant l'exercice, où de faibles concentrations de glycogène ne permettent pas à la voie glycogénolyse de fournir l'ATP nécessaire pour resynthétiser la phosphocréatine pendant une contraction musculaire. Pour résumer, l'ATP qui est nécessaire pour recomposer les molécules de phosphocréatine est généré via la filière de la glycogénolyse. Cette dernière a la capacité de subvenir aux hautes demandes énergétiques de la filière qu'on appelle anaérobie alactique. Tant que l'oxygène est disponible en quantité suffisante, le stock de glycogène est recomposé de manière continue avec l'aide de la filière aérobie. Mais lorsque le taux d'oxygène est réduit, la filière de la glycolyse, qu'on appelait avant anaérobie lactique, contribue plus fortement au recyclage de la phosphocréatine. Tous ces processus sont actifs quasi instantanément dès le début d'une contraction musculaire. À l'aide de ces nouvelles informations, on peut maintenant mettre à jour notre modèle des filières énergétiques. Alors plutôt que d'avoir 3 filières qui travaillent de manière indépendante, on a maintenant 4 filières qui travaillent les unes avec les autres dès le premier instant d'effort. Ce qui est intéressant avec ce nouveau modèle, c'est qu'il est applicable à toutes les disciplines sportives, du sprint au marathon en passant par les sports collectifs. On verra simplement des variations entre chaque sport, notamment au niveau de la vitesse à laquelle l'oxygène est utilisé, des seuils maximum et minimum de saturation d'oxygène dans le muscle et de la contribution relative de la glycolyse au processus énergétique global. On voit donc que l'oxygène joue un rôle central à la performance, peu importe la durée de l'effort. On peut aussi en déduire que pour améliorer les performances sportives, il faut optimiser l'approvisionnement et l'utilisation en oxygène. Un sprinter doit être capable par exemple d'utiliser tout l'oxygène disponible très rapidement pour alimenter un effort très intense, alors qu'un marathonien devra favoriser un approvisionnement d'oxygène pour une durée prolongée sans jamais complètement vider son réservoir d'oxygène. Cela nous amène vers un autre modèle de la performance sportive présenté par Jörg Feldman il y a déjà plusieurs années. Jörg parle de l'idée des systèmes qui sont impliqués dans la performance sportive, systèmes qui, une fois qu'ils arrivent à leur capacité maximale, vont limiter nos performances et induire des compensations. Ces systèmes sont au nombre de 4. Il y a tout d'abord le cerveau, qui joue le rôle de gouverneur central et module les impulsions au niveau du système nerveux. On a ensuite le système respiratoire, qui permet de capturer l'oxygène dans l'air, ainsi que de se débarrasser du CO2 produit lors du processus aérobie. Le cœur et le système circulatoire distribuent l'oxygène et permettent aussi de déplacer d'autres molécules dans le corps, comme le lactate et le CO2. Et finalement, on a les tissus musculaires, qui eux utilisent l'oxygène pour alimenter les contractions musculaires. Plus le sport est intense et de courte durée, comme l'haltérophilie ou le powerlifting par exemple, plus le système nerveux est impliqué et peut devenir un facteur qui limitera la performance. Pour les disciplines de plus longue durée, c'est les systèmes respiratoires, circulatoires et musculaires qui viendront généralement limiter les performances. Une fois qu'un système atteint sa limite de contribution au processus énergétique, les autres systèmes vont essayer de compenser ce déficit, mais ils ne pourront le faire que pour une durée limitée avant que l'intensité de l'effort ne doive être réduite. À l'aide de certains protocoles de tests, on peut déterminer quel système limite la performance d'un athlète
et ainsi véritablement individualiser le programme d'entraînement en se focalisant sur le ou les systèmes limitants. Si vous êtes intéressé à en apprendre plus sur les protocoles de test, les outils qui sont appliqués, l'interprétation des résultats et la création de programmes d'entraînement adaptés à ce nouveau paradigme, je vous invite à suivre et à écouter les leaders en la matière dans le monde de la performance. Vous trouverez les liens et des ressources dans la description de la vidéo. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette présentation. J'attends vos commentaires avec impatience et n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne. À bientôt. Ciao.